Merci. Bonjour à tous. Bonjour. Très heureuse d'être là aujourd'hui. Alors, comme vous l'avez vu dans la vidéo, OVH Cloud est un fournisseur de solutions infonuagiques, de solutions IaaS, infrastructure as a service, PaaS, plateforme as a service. Et qui dit cloud, on parle de données. Et la donnée, ici, nous concerne tous. Vous êtes des entreprises, vous avez peut-être un projet de transformation du digital, vous êtes peut-être un éditeur de logiciels. Eh bien, il faut savoir que vous maniez des données et il faut savoir qu'il y a eu, dans les derniers mois, au Québec, une transformation en profondeur des règles du jeu. Alors, je suis accompagnée d'Arnaud Thésaurière, qui est conseiller cybersécurité pour ESI Technologies. ESI Technologies est un partenaire avec qui nous travaillons très fort pour offrir des solutions clés en main pour répondre aux enjeux actuels. Voilà, exactement. Bonjour à tous. Alors effectivement, moi je suis la personne qui fait de la cybersécurité sans faire de technique. Je m'occupe de gouvernance de risque de conformité au sein de ESI en particulier. C'est quelque chose qu'on développe effectivement beaucoup ces derniers temps, notamment avec l'arrivée de cette fameuse loi 25 ou ancien projet de loi 64. Voilà, vous êtes peut-être plus familier avec cette appellation. Et donc effectivement, on voudrait vous parler un petit peu aujourd'hui de, ces nouveaux enjeux et puis du lien un petit peu entre l'aspect juridique et puis l'aspect technique qu'on va vous montrer aujourd'hui. L'objectif, c'est de vous aider à vous préparer. Alors, un petit rappel sur qui on est aujourd'hui. Donc, OVH Cloud, c'est 33 centres de données à travers le monde, 2500 employés. Il faut savoir qu'on a 1,6 million de clients également à travers le monde. Et notre présence au Canada, mais ça fait 10 ans déjà qu'on est au Canada, dans la région en fait, du Grand Montréal. On a 8 centres de données dans la région de Salaberry-Valleyfield. On embauche plus de 220 employés entre le bureau, l'usine de production, le centre de données. C'est aujourd'hui plus de 500 serveurs qui roulent dans ces installations. Et on est très, très fiers également d'avoir le centre de données le plus éco-énergétique, parmi les plus éco-énergétiques au monde. Il faut savoir qu'en fait, on n'utilise pas d'air climatisé pour refroidir nos serveurs. On utilise un système de refroidissement à l'eau, ce qui nous permet d'avoir une empreinte carbone quasi nulle. Ce qui nous caractérise, c'est notre modèle industriel intégré. Qu'est-ce que ça veut dire, un modèle industriel intégré? Ça veut dire qu'on produit nos propres serveurs, qu'on assemble ensuite ces serveurs dans nos centres de données, et à partir de ces centres de données, on va livrer nos solutions cloud. On fait partie du top 10 mondial de fournisseurs cloud à l'heure actuelle, mais nous sommes les seuls à avoir ce modèle d'affaires. Et pourquoi c'est extrêmement important à comprendre? Parce que ça veut dire que nous maîtrisons l'intégralité de la chaîne de valeur. Et ça fait en sorte qu'on est capable de vous livrer la solution à un prix extrêmement concurrentiel, mais également des solutions très performantes. C'est aussi un modèle qui nous a permis d'être très flexibles. Quand il y a eu la pandémie, par exemple, évidemment, les besoins en numérique de la part de nos clients ont explosé. Nous, ce qu'on a fait en sorte, c'est qu'on a doublé le rythme de production des serveurs dans nos usines et on a été capable d'assurer une continuité de service pour nos clients. Pourquoi il y a eu un changement législatif au Québec? Et là, je voudrais donner un petit peu de contexte parce que c'est très, très important. Il se passe vraiment à l'heure actuelle une révolution majeure dans le traitement de la donnée. Il faut savoir qu'avant, on avait des échanges commerciaux qui se faisaient entre des États. Puis, avec l'avènement de la transformation digitale et du cloud, ce ne sont plus des échanges entre des États, mais ce sont des échanges entre des opérateurs technologiques. On a aujourd'hui des volumes vertigineux de données qui vont transiter entre ce qu'on appelle les big tech, autrement appelés les GAFAM. À partir de là, avec la montée en puissance de numérique, de l'intelligence artificielle, du machine learning, des puissances de calcul, et bien sûr la dépendance du consommateur, ça devenait essentiel de réglementer cette donnée. Et c'est là qu'on est aujourd'hui. En fait, il y a deux problématiques majeures auxquelles il faut répondre. Tout d'abord, c'est s'assurer que les États et les organisations, les entreprises comme vous, puissent conserver la propriété des données.
Et c'est ce qu'on appelle la souveraineté des données. C'est la capacité à en garder le contrôle, et ça renvoie à la notion d'autonomie stratégique. Puis le deuxième enjeu, c'est protéger les lois individuelles, et c'était donc l'objectif de la loi 25. Si on regarde au niveau géopolitique, les États ont très vite compris l'importance stratégique de la donnée. On a eu la loi cybersécurité qui a été adoptée en 2017 en Chine. On a eu le Cloud Act qui a été adopté en 2018 aux États-Unis. On a eu le règlement général sur la protection des données qui a été adopté également en 2018, dont vous avez probablement entendu parler. Et enfin, on a donc la loi 64 qui a fait une refonte de la loi 25 sur la protection des données personnelles au Québec. Et si on regarde un petit peu les différentes approches de ces lois, on se rend compte qu'on a le RGPD et la loi 64 qui ont eu une approche visant à protéger la donnée. Donc on a mis le consentement de l'utilisateur au centre du dispositif législatif. Si on regarde par contre la loi cybersécurité en Chine et le Cloud Act du côté des États-Unis, ça a été une approche visant à contrôler la donnée. Il faut savoir aujourd'hui que toute donnée qui est hébergée par un opérateur américain, même si la donnée est hébergée au Canada, eh bien cette donnée peut faire l'objet d'un transfert transfrontalier sur simple décision d'une autorité judiciaire. Et c'est quelque chose qui n'est pas toujours connu. Maintenant, regardons un petit peu la map des joueurs de cloud, donc de ce qu'on appelle les hyperscalers. Il y en a à peu près 10. Ils sont tous ou bien américains ou bien chinois. Le seul joueur, fournisseur de solutions cloud d'envergure internationale, avec un ADN qui n'est pas américain, qui n'est pas chinois, c'est OVH Cloud. On est conforme de bout en bout au règlement général sur la protection des données et donc à la loi 25, laquelle a pris des pans entiers du RGPD. Le Québec fait aujourd'hui figure de pionnier dans la réglementation sur la protection des données personnelles. J'étais à Ottawa, je discutais avec des ministères du gouvernement fédéral il y a 2 jours. On était notamment avec le commissariat à la vie privée et ils sont en train d'étudier un projet de loi au niveau fédéral pour justement aller plus loin dans cette protection-là. Et c'est le Québec qui regarde. Ils sont en train de s'inspirer énormément de ce qui se fait au niveau de la province. Je vais maintenant laisser la parole à Arnaud pour comprendre un petit peu mieux les mesures phares et vous donner plus d'informations. On va être bien sûr en format un peu high level, on n'a pas beaucoup de temps, mais on est juste derrière et on sera là pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, merci Estelle. Donc effectivement, là, le lien avec l'Europe est quelque chose de très important parce que en matière de protection des données personnelles, c'est vraiment l'Europe qui a fait changer le jeu et qui a établi les standards mondiaux. Pourquoi? Parce que le RGPD s'applique aux données qui sont hébergées en Europe, aux entreprises européennes, aux opérateurs européens, mais aussi aux opérateurs qui sont à l'extérieur de l'Union européenne. Et c'est l'un des principes qu'a repris la loi 25 et qu'a repris le Québec en appliquant les mêmes grands principes ici au Québec. Et effectivement, tout ça s'inscrit dans un changement un petit peu de contexte, de paradigme sur la gestion des systèmes d'information. Le but de cette loi 25, du RGPD en Europe, est vraiment de responsabiliser les entreprises, les opérateurs, parce que ça concerne aussi le domaine public, et de faire en sorte, alors en demandant une mise en place d'une gouvernance, en mettant des sanctions en place, de responsabiliser ces opérateurs. Et pour la première fois, enfin une des premières fois, la donnée fondamentale, c'est que les chefs d'entreprise sont nommés en quelque sorte, enfin les autorités les plus importantes de l'organisation sont nommées comme étant les personnes responsables de la gestion des données personnelles. Donc ça montre bien que la gestion des données critiques de l'entreprise, la gestion des données personnelles, et disons la cybersécurité s'inscrit maintenant à un niveau vraiment stratégique de l'entreprise. Et quand on parle cybersécurité, ça veut dire que ça concerne évidemment les professionnels des systèmes d'information, des TI, mais ça concerne aussi maintenant les chefs d'entreprise. Et on a cette communication qui doit se faire de plus en plus. J'allais dire, ça concerne aussi les autres domaines de l'entreprise, et c'est ça qui en fait un domaine stratégique pour votre entreprise et donc pour votre business, pour les affaires. C'est que le juridique va être impliqué, les ressources humaines vont être impliquées, toutes les personnes qui gèrent de près ou de loin des données personnelles. Donc on va avoir une espèce de task force, de groupe de travail qui va se mettre en place, qui va être structurante pour l'entreprise
et qui va vous permettre voilà, de prendre l'entièreté de vos responsabilités. Alors la loi 25, donc l'ancien projet 64, a été adopté l'année dernière, en septembre, fortement inspiré du RGPD, puisque en fait c'est une traduction québécoise des grands principes sur les analyses de risque, la nomination d'un responsable, les sanctions, etc. On a une entité ici, donc la Commission d'accès à l'information, qui va être chargée de surveiller la mise en application, la conformité, éventuellement d'évaluer les sanctions, si on a des manquements, des incidents de confidentialité, comme on dit. Et puis, on a évidemment donc, des sanctions. Alors, moi, en tant que professionnel, et puis de professionnel des systèmes d'information, l'intérêt, si vous voulez, du point de vue éducatif, c'est pas trop de parler des sanctions. Alors, évidemment, elles sont là. C'est un enjeu financier pour vous, en plus des enjeux réputationnels, de votre responsabilité, etc. Mais le but, c'est de comprendre que cette loi 25, c'est surtout une opportunité. C'est un peu comme le printemps, on fait son ménage de printemps, on regarde où sont les choses, on enlève ce qui est plus nécessaire, etc. Prenez-le comme ça, sincèrement, on nous tord un petit peu le bras, comme toutes les lois. Le but est vraiment d'aider les entreprises et les organisations à mettre de l'ordre, notamment par la gouvernance, mais à mettre de l'ordre dans leurs données et dans leur entreprise. L'important à avoir en tête, je vous parlais de pont entre la technique et le juridique, c'est que la loi, bon, il y a une partie, disons, plutôt administrative qui vous dit, effectivement, vous devez nommer telle personne, vous devez mettre en place tel comité, vous devez faire une politique, etc. etc. Donc ça, c'est à faire. On vous aidera à le faire s'il y a besoin. L'idée derrière la loi, l'esprit de la loi, c'est que la loi ne vous dit pas vous devez avoir telle ou telle protection sur vos systèmes, vous devez avoir un système d'hébergement robuste, protégé, etc. La loi vous dit que les sanctions seront calculées en fonction des moyens que vous aurez déployés pour protéger vos données personnelles et pour prévenir un incident, éviter qu'il ne se reproduise et limiter les conséquences de celui-ci. Donc vous aurez compris que pour assurer cette condition-là, il faudra que vous mettiez en place des solutions de gestion d'accès, d'identité, des choses robustes, des protections des données. On a certaines, la loi vous dit quand même effectivement que vous devez détruire ou anonymiser vos données. Donc évidemment là, ça passera par une solution la plupart du temps technique. Et puis vous devez limiter les conséquences d'un incident de confidentialité. Donc limiter les conséquences pour l'entreprise, pour vos clients. C'est éviter de perdre des données, c'est les retrouver, et c'est en ça que, évidemment, les solutions cloud et un backup sérieux est nécessaire. Ah, j'ai appuyé sur le mauvais bouton, désolé. Alors, qu'est-ce que nous dit la loi 25 dans les grands principes? Une partie, comme je vous le disais, un petit peu administrative, donc qui est le signalement de tout incident. Donc, vous avez une fuite de données, vous avez des données personnelles que vous retrouvez sur le dark web, vous avez un incident de ce type-là, immédiatement, vous aurez mis en place un système dans votre politique de gestion des données personnelles, par exemple, qui permettra de signaler, de prendre contact avec la commission de l'accès à l'information et avec les victimes qui sont concernées. Donc là, on parle d'une réaction rapide. Vous devez établir un plan de gouvernance. Donc ça, c'est la partie en général qui ne plaît pas trop aux techniciens, c'est-à-dire mettre en place une politique de gestion des données personnelles, nommer des personnes responsables. Donc ça encore, on a des spécialistes pour vous aider. Même si ça vous apparaît comme étant plutôt quelque chose de juridique, c'est pleinement dans le domaine de la cybersécurité. Donc les modèles sont là, on écrira avec vous ces politiques, et je vous engage à le faire, ça très rapidement. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de structurant. Une politique, c'est ce qui va vous aider à faire votre feuille de route depuis le catalogage de vos données jusqu'à la gestion de votre hébergement. Okay? Donc, gouvernance très important. L'obligation de nommer un responsable. Donc, comme je vous l'ai dit, par défaut, la loi indique que c'est la plus haute autorité de l'organisation. Donc, ça, c'est un rôle qui peut être délégué. Comme en Europe, on va aller aussi de plus en plus à une délégation peut-être extérieure à l'entreprise avec ce qu'on appelle en bon français du DPO on demand, c'est-à-dire un responsable, un service géré en quelque sorte à l'extérieur de votre entreprise. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a quelqu'un de responsable. Je me suis encore trompé de bouton, pourtant il est plus gros.
Alors, la partie information et consentement, c'est évidemment, la loi communique beaucoup là-dessus, le gouvernement communique beaucoup là-dessus. C'est évidemment important parce que c'est comme ça qu'on communique avec nos clients, avec nos administrés, etc. Il y a toute une partie, effectivement, du texte qui vous demande de donner un certain nombre d'informations aux personnes auprès desquelles vous recueillez les informations. Donc, pourquoi vous recueillez ces informations? Quel type d'informations? Comment sont-elles gérées? Est-ce qu'elles vont être transférées en dehors du Québec? Où vous les hébergez, etc. Qui vous devez contacter en cas de souci? Et puis, on vous demande aussi de recueillir expressément le consentement. Donc, tous ces éléments de ce petit bloc, la numéro 4, vous les connaissez pour la plupart. C'est ce qu'on pratique depuis 3-4 ans maintenant suite au RGPD. À chaque fois que vous allez sur un site internet, une application, même un contrat papier, puisque ça gère aussi, on ne parle pas juste de système d'information, c'est la petite boîte que vous cochez en disant oui, j'accepte les conditions générales, j'accepte les conditions de confidentialité, etc. etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on connaît, mais qu'il va falloir remettre en place ou faire évoluer au sein de vos organisations. Et là encore, il y a un travail, il faut s'asseoir, il faut faire le point sur nos contrats, sur nos ententes avec nos prestataires, etc. etc. Donc là encore, un travail de gouvernance. Point numéro 5, c'est à mon sens le gros changement. Un des intervenants précédemment en parlait, c'est le rôle des tierces parties, le rôle de vos prestataires, de vos partenaires extérieurs. La loi, il fut un temps où quand on donnait du travail, j'allais dire, à un prestataire, etc., le but était de transférer le risque en quelque sorte, et puis de faire le travail et de transférer la responsabilité à quelqu'un d'extérieur. Là, la loi maintenant vous dit, lorsque vous transférez des données personnelles à un tiers, donc chez OVH, chez un prestataire cloud, chez votre comptable ou chez votre avocat, vous restez responsable de la protection des données et vous devez vous assurer dans votre contrat, donc là encore on a un petit peu de travail papier à faire, mais vous devez vous assurer avec lui que les dispositions sont prises, donc soit en les fournissant, soit en vérifiant que sa solution les contienne, mais vous devez vous assurer que la confidentialité est assurée. Donc ça, c'est quand même clé, parce que ça va vous donner du travail et ça va vous impliquer, c'est pour ça qu'on parle de responsabilisation, on s'implique dans tous les aspects du business, dans tout l'écosystème de l'entreprise ou de l'organisation. Ce n'est pas juste vous, c'est votre environnement. Et pour ceux qui connaissent les évaluations type NIST, ISO 27001, etc., on commence par ces aspects environnement du business, etc. Ça, c'est la cybersécurité aussi. Et puis, dernier point, le droit à l'oubli, la portabilité. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est vous êtes chez un opérateur et puis vous souhaitez qu'on enlève toutes les données personnelles qui vous concernent. Donc, vous l'appelez, vous souhaitez qu'Arnaud Thésorière soit effacé des bases de données. Bon, il faut que vous soyez en capacité d'aller les trouver où qu'elles se trouvent, sur le cloud, sur les ordis de votre personnel, sur vos différentes bases de données, etc. Donc là, on a un enjeu effectivement d'identification des données, de recherche, etc. Donc là encore, on fait le lien entre le juridique et le technique. Pourquoi j'ai mis la portabilité avec? Parce que c'est le même principe, c'est qu'il va falloir récolter les données et puis au lieu de les effacer, on va les transférer à un autre opérateur. Mais encore une fois, il faut savoir quelles sont les données et où elles se trouvent. OK, j'ai du mal avec le bouton vert. Voilà. Donc dernier gros point de la loi, grosse évolution, c'est qu'on retourne un petit peu aux basiques de la cybersécurité et j'allais dire de la sécurité en général. Si vous voulez, le but n'est pas de mettre en place des solutions énormes, des papiers énormes si ce n'est pas nécessaire. Et pour faire ça, on fait avant tout une analyse de risque. Okay, quelles sont les données à risque? Où sont-elles? Comment je les protège, etc. Pourquoi? Pour avoir une réponse adaptée aux risques véritables. Donc on a deux scénarios pour lesquels la loi va vous demander de faire cette analyse de risque. Ça s'appelle une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée. Donc c'est une analyse de risque dédiée aux données personnelles. Premier cas, vous développez une nouvelle application, un nouvel outil numérique, un nouveau système d'information dans lequel vont transiter ou vont être stockées des données personnelles. Vous devez faire cette analyse de risque. Qu'est-ce que je prends comme renseignements personnels? Comment je vais les traiter?
comment je vais les anonymiser ou les détruire, comment je vais les faire circuler. Est-ce qu'ils partent en dehors du Québec ou pas, etc. etc. Et peut-être juste pour préciser, ça peut paraître parfois intimidant, on peut se poser la question, mais par où je commence? Je ne sais pas, j'ai jamais fait d'évaluation relative, une évaluation de risque. Hein. On a ces modèles sur le site du ministère de la Cybersécurité qui les a mis en ligne. Donc si vous avez des questions, on peut aussi vous aider là-dedans. Et puis écrivez-nous, on pourra vous envoyer le lien. Exactement. Et donc, deuxième cas où on va vous demander de vous asseoir et puis de réfléchir un petit peu et de mettre sur du papier ou sur un tableau Excel vos informations, votre analyse de risque, c'est lorsque vous allez communiquer des informations en dehors du Québec. Donc là, on revient sur la souveraineté, sur l'importance de protéger ces données. Et on va essayer de regarder effectivement où sont stockées les données, où transitent-elles, etc., etc., pour à chaque fois adapter la bonne protection. Et là, c'est effectivement très important. Cette loi, elle impose en fait maintenant pour les entreprises d'avoir finalement ce qu'on appelle une traçabilité de la donnée et d'être capable de cartographier exactement, OK, j'héberge des données sensibles, d'accord, maintenant, est-ce que cette donnée sensible qui est hébergée sur mes systèmes, il y a un potentiel pour qu'elle soit transférée à l'extérieur du Québec. Et à ce moment-là, l'entreprise, c'est un gros fardeau pour les organisations, on ne va pas se le cacher, l'entreprise a l'obligation d'évaluer si le système juridique dans lequel sera transférée la donnée va être compatible avec le Québec. Donc là, on va attendre des informations encore de la part du gouvernement, à savoir quels seront les États qui vont être déclarés compatibles. Donc l'échéancier, très rapidement, septembre 2022, donc là c'est demain, là, à notre retour de vacances. Premières étapes, les aspects plutôt administratifs, vous devez nommer quelqu'un de responsable. Si vous ne le faites pas, la loi l'a nommé pour vous. Et puis, vous devez mettre en place une procédure pour aviser la commission d'accès à l'information d'un incident de confidentialité. Alors n'oubliez pas, pour aviser quelqu'un, il faut d'abord être au courant de l'incident. Donc on revient aux aspects techniques de détection, de surveillance de vos réseaux, etc. etc. L'année suivante, 22 septembre 2023, c'est le gros morceau. C'est là où on va vous demander de mettre en place tout ce qui est information, consentement, l'effacement, le droit à l'oubli, ce genre de choses. Donc là, ça va être le gros morceau du point de vue technique essentiellement, un peu aussi gouvernance, puisque vous allez devoir repasser au travers de vos contrats, de vos portables web, etc. etc. C'est là qu'on vous demandera de faire une politique de gestion des données à afficher sur votre portail Internet. Moi, ce que je vous recommande, c'est de vous gratter la tête dès aujourd'hui et puis de commencer à travailler avec nous ou d'autres sur le contenu de cette politique de gestion des données. C'est quelque chose de très structurant. Et puis 2024, bon, portabilité. Si vous êtes bon en 2023, la portabilité, vous devriez être capable de récupérer les infos et puis de les transmettre à un autre opérateur. Alors pour se préparer, une chose simple, alors j'en profite pour en parler, mais on a des évaluations qui sont faites pour ça, qui permettent de voir effectivement est-ce qu'on est prêt au niveau administratif, gouvernance, est-ce qu'on est prêt au niveau technique. On a mis au point chez ESI une offre qui vous permet d'avoir un rapport avec éventuellement une feuille de route qui va vous permettre de savoir par où commencer tout simplement pour vous lancer sur le chemin de la conformité. D'accord ? Donc évidemment, on espère être aidé par le gouvernement qui nous promet des lignes directrices. Ça va être compliqué, c'est pas encore là en tout état de cause. Gardez en tête que le sujet est là pour durer. Ça a fondamentalement changé le monde de l'information en Europe. Ça va être le cas ici avec de nouvelles solutions, de nouvelles offres, etc. Et ça sera là au niveau fédéral. Les États-Unis y viennent aussi tout doucement avec des accords RGPD entre entreprises et clients en Europe. Donc c'est là pour durer. D'accord ? Donc les prochaines étapes, je vous l'avais dit, identifier le référent. Ça, c'est la partie facile. Identifier les données sensibles, là c'est plus compliqué. Ça dépend de votre architecture, ça dépend de la taille de votre entreprise. On peut s'asseoir et puis vous pouvez le faire par des entretiens, chef de service après chef de service, chef eux aussi bien sûr. Et vous pouvez le faire avec des solutions de catalogage, de data discovery, etc. Donc c'est des choses à réfléchir. Établir une cartographie. Là, c'est aussi de la pure gouvernance. C'est la chose où on se demande pourquoi, mais on a tous fait un dessin pour se dire comment je vais résoudre ce problème. Là, c'est pareil, quoi. Vous identifiez vos systèmes d'information, vous identifiez vos partenaires, ça c'est clé parce qu'on les oublie toujours, et vous faites les flux de vos données. Faire l'inventaire, la politique. Donc ça, effectivement, il y a des canevas qui existent.
Le plus dur, c'est d'essayer là encore de savoir qui fait quoi, où sont mes données, etc. Et puis préparer les modèles de FVP. Donc, comme le disait Estelle, le gouvernement nous a mis des guides à disposition. C'est un petit peu épais, un petit peu complexe, mais là encore, que ce soit les cabinets juridiques avec qui on travaille ou les spécialistes de la gouvernance, on peut vous aider là-dessus. Et je te rends le clic. Merci Arnaud. Donc, si vous avez des questions sur cette loi qui est effectivement extrêmement complexe, un conseil, n'attendez pas pour vous préparer, parce que le gouvernement a laissé un délai en fait extrêmement court, 3 ans. 3 ans, ça passe très très vite dans la vie d'une entreprise. Donc finalement, comment on peut vous aider chez OVH Cloud? Vous l'aurez compris, ce qu'on peut vous offrir, en fait, c'est la puissance d'un hyperscaler avec tous les avantages d'un fournisseur local. Étant conforme de bout en bout avec le règlement général sur la protection des données, qui est la réglementation la plus conforme au niveau mondial, nous sommes également par nature conformes de bout en bout avec la loi 25. On va mettre de l'avant une de nos solutions qu'on aime beaucoup, qui est parfaite pour les entreprises. C'est ce qu'on appelle du cloud privé hébergé. C'est un environnement qui est 100% dédié, qui est disponible en quelques heures à partir de notre plateforme Internet, à partir du portail client. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a plusieurs milliers de serveurs qui sont déjà configurés, qui sont déjà connectés et qui n'attendent qu'un ordre à partir du site Internet pour être déployés. Je ne crois pas qu'il y ait un autre hyperscaler qui soit à l'heure actuelle capable de faire ça. On est capable d'offrir le meilleur ratio prix-performance, donc ça fait partie de notre proposition de valeur. Évidemment, une plateforme VMware, je ne vais pas rentrer dans le détail, je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes techniques, mais c'est ce qu'on appelle le Software Defined Data Center. On a tous les attributs de la solution, donc du vSphere, du NSX, la sécurité, du VROps pour notamment la résilience. Et puis donc le cloud souverain, on en a parlé, l'ensemble des certifications qui sont de rigueur. OVH Cloud, on n'est pas très connu au Canada, mais il faut savoir qu'on a été ranké par Forrester comme numéro 1 pour notre solution de cloud privé hébergé. Et en Amérique du Nord, nous faisons partie de ce qu'on appelle les Strong Performers. Je vous remercie de votre attention. Peut-être quelques mots à retenir sur nos solutions. Nous avons l'empreinte carbone équivalente à 0. Nous en sommes très fiers. C'est important aujourd'hui. On ne peut plus penser, je pense, avec le contexte actuel, sans penser également au développement durable, des solutions qui sont simples, performantes, intégrées et disponibles donc, en un temps record. Et bien sûr, des solutions qui sont souveraines. Merci. Voilà. Merci. Merci à tous.